Avant de rentrer dans le cadre de la loi Pacte, alors j'ai un défaut, c'est que je parle beaucoup et des fois, donc j'ai tendance à faire perdre un petit peu les idées, parce que je faisais un petit peu d'enseignement aussi, donc il ne faut pas hésiter surtout à me modérer. Oui, t'inquiète pas. Ouais, voilà. Mais avant d'attaquer la loi Pacte, je voudrais qu'on parle d'un acte 1 qui était un acte pour lequel j'avais eu l'occasion de m'exprimer, mais c'était très délicat à l'époque puisque je m'étais exprimé le jour en fait, où la loi est sortie et en définitive, donc on parlait un petit peu sans approfondissement à ce moment-là, c'était pendant Patrimonia, on parlait donc de la loi de finances. Mais ça reste quand même un acte 1. Un acte 1, puisque je crois que là, cette loi de finances était assez unique en son genre, puisque déjà, elle a plus rationalisé des niches fiscales qu'elle en a créées. Ça, c'est déjà donc un point important, en tout cas qui me semblait totalement cohérent par rapport à ce que j'envisageais d'une loi de finances lorsque j'étais en exercice, puisque vous comme moi, je crois qu'on peut trouver, et on trouvait un peu illogique de connaître donc les règles du jeu à la fin de l'année, alors que l'année était largement entamée. C'était compliqué pour nos clients et compliqué pour nous, puisque on vit la relation avec nos clients de la même manière qu'eux, puisque c'est la spécificité effectivement de conseillers indépendants, où on est dans le même bateau, je dirais. Donc là, déjà, il y a une volonté très forte affichée d'avoir une seule loi de finances donc, sur les 5 ans, qui donnera lieu, je vous annonce déjà, à des arbitrages. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas à l'abri de se tromper, et ça, on l'accepte. Et je dirais que ces 5 ans vont être surtout pour arbitrer donc, au mieux des situations auxquelles on n'aurait pas pu, donc effectivement, qu'on n'aurait pas détecté, mais sur lesquels vous avez pu, des acteurs comme vous, donc, nous alerter. Donc ça, c'est un point important parce que je crois que c'est une impulsion qui a été donnée au travers notamment de l'instauration du plafonnement du prélèvement forfaitaire unique. Je crois qu'on peut tous être d'accord sur le fait qu'on a besoin, et nos clients ont besoin de visibilité, les Français, d'une manière générale. Hein. Tout individu a besoin d'une visibilité dans les choix qu'il peut faire en termes d'investissement ou des choix de vie. Donc en ça, la stabilité de cette loi de finances est pour moi quelque chose, en tout cas, qui est fondamental, parce qu'elle permet d'apporter, en tout cas, une sérénité, une visibilité qui ne fait qu'encourager l'investissement. Alors, voilà, donc là, c'était un premier point qui était important pour moi, parce qu'il y a clairement eu un message qu'on retrouve, et la loi Pacte ne va être que la continuité de ce message fort, qui est de faire en sorte de trouver des solutions pour effectivement rationaliser la vision de l'épargne ou le comportement que peuvent avoir les épargnants vis-à-vis de l'épargne, nos clients. Et c'est en ça où, effectivement, les CGPI que vous êtes sont des relais indispensables, au même titre que d'autres également associations et d'autres acteurs que sont les banques. Mais on a réellement besoin, au travers de cette loi Pacte, d'avoir des relais, je dirais, de vulgarisation de cette volonté effectivement forte politique, qui est de faire en sorte que l'investissement financier dans les entreprises, et dans les entreprises plus particulièrement de nos côtés, soit, je dirais, beaucoup plus courant dans un dialogue que vous pouvez avoir vous-même avec vos clients. Ok, donc le premier point qui est important, c'est que tu l'as rappelé, c'est que le premier volet des nouveautés, c'était la loi de finances, dont le volet qui intéresse les particuliers est amené à la stabilité pour 5 ans. Donc c'est la flat tax, pour parler clairement, où il n'y a plus de différenciation de fiscalité, quels que soient les véhicules d'investissement. Et que donc c'est plus la fiscalité qui prime avant le contenu d'investissement. Ça, c'est un point qui est fondamental. Le deuxième point, c'est donc la loi Pacte, dont je rappelle l'acronyme, hein, c'est le plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises. Et dans ce contexte-là, le vœu du gouvernement, le vœu aussi des discussions avec les parlementaires, avec toi, avec tes homologues, était de dire maintenant on a simplifié la fiscalité, vous avez quelque chose de lisible, nous voulons drainer de l'épargne vers l'économie réelle. De quoi avez-vous nous besoin pour aller vers les 10 milliards d'investissements par an donc, dans les PME? Ouais. Alors avant de parler concrètement des mesures, je voudrais juste resituer, puisqu'on parle de politique, non pas politique politicienne, mais politique économique. Donc aujourd'hui, moi, ce qui m'attire et ce qui me rend
ce dont je me sers en fait de mon activité passée, c'est cette approche globale qu'on a nécessairement quand on est conseiller en gestion de patrimoine et surtout indépendant. Nécessairement, donc le conseil tourne tout autour des fonctions mêmes et des pans mêmes donc du patrimoine de notre client. Donc en ça, on se doit, et c'est une nécessité dans notre relation, d'être global. Là, ce qui m'a intéressé et ce qui m'intéresse donc dans ces projets de loi, qui sont des projets de loi très juridiques, mais qui ont un sens donc très économique et très parlant, c'est la macroéconomie. Aujourd'hui, donc, pour avoir fait donc une campagne, encore une fois, avec toute humilité, puisque c'était la première donc campagne présidentielle et première campagne législative donc que j'avais faite, sur le terrain, ce qui ressort, c'est aujourd'hui des besoins très régaliens, qui sont des besoins primaires, qui sont bien se loger, ça c'est important, et on en parlera, et on aura l'occasion d'en parler, et vous aurez l'occasion de vous y intéresser, et de dire ce que vous pensez également à l'occasion du prochain projet de loi, donc Élan, qui est un autre sujet, plus spécifique à l'immobilier. Mais il y avait également donc cette absolue nécessité, surtout pour les jeunes actifs, d'avoir un premier emploi, et d'avoir tout court, donc pour les actifs, un emploi, puisque le chômage de masse est une réalité dont on a hérité, mais en tout cas, force est de constater que c'est un problème qui persiste. Donc, à un moment donné, effectivement, il y a une vision politique. Cette vision politique est principalement axée aussi sur un principe macroéconomique, de faire en sorte de créer ce cercle vertueux. Comment ? En effectivement misant donc sur, je dirais, la revitalisation du secteur économique, du secteur industriel, qui lui-même donc permettra, et sous l'impulsion également de l'augmentation du pouvoir d'achat net des Français, dont on a beaucoup parlé, mais qui est une réalité pour les 2/3 des retraités, mais aussi bien sûr donc tous les actifs, c'est-à-dire de recréer, relancer la consommation déjà des acteurs donc, que sont nos concitoyens, pour faire en sorte que donc, les carnets de commandes de nos entreprises soient encore plus fournis, sachant qu'il y a un élan qui est positif aujourd'hui et des signaux encore plus positifs qui sont des effets donc auto-entraînants, excusez-moi. Et tout ça, donc pourquoi à terme, nécessairement, donc on espère tous, en tout cas parlementaires que je suis de la majorité, créer un effet vertueux sur l'emploi. Donc le point de départ, il est bien celui-ci, et le point de départ de la loi de finances, il est bien celui-ci. Il n'est pas strictement financier, mais il est bien donc dans un intérêt macroéconomique général, tel que je le vois, effectivement, puisque je suis aujourd'hui parlementaire et que donc je suis peut-être dedans, mais je suis convaincu, en tout cas, et c'est la vision que je vous donne, avec les résultats que j'espère pour nous tous. Alors Cédric, donc il y a un double constat aussi, c'est le fait qu'on a une épargne financière très forte en France, et puis on a un déficit d'ETI. Puisque de mémoire, il y a 4000 ETI en France, tandis qu'en Allemagne, il y en a 3 fois plus, 14 000 même, au-delà, et qu'en Grande-Bretagne, au Royaume-Uni, il y en a des 1000. Et la volonté justement de drainer cette épargne vers ces ETI qui nous manquent tant est aussi un des points forts, je crois, de la loi Pacte. Alors dans le contenu, comment ça se matérialise dans ce qui risque d'être le contenu de cette future loi ? Alors, si on parle de l'entreprise strictement, déjà, il y a un deuxième pas qui a été franchi, c'est la loi ESSOC, c'est-à-dire donc un État au service d'une société de confiance, qui était, je vais vous grossir, on l'a appelé la droit à l'erreur. Mais l'idée derrière cette première loi aussi, c'est pour ça que c'est tout un ensemble de lois et de réformes qui s'engagent parce que tout est connecté. L'idée, c'est de la simplification de la vie administrative, on va dire, des entreprises et la relation à l'administrative. Donc là, il y a eu plusieurs mesures qui ont été mises en valeur, dont l'effet est de rendre donc l'administration plus dans un rôle de conseil, d'accompagnant, de conseil et aussi de médiation, puisque personne n'a intérêt, que ce soit du côté de l'administration ou de l'entreprise, à ce qu'une situation donc, aille jusqu'à une procédure judiciaire. On a vu donc, les chiffres qui sont plutôt éloquents dans le bon sens que la médiation paye toujours et est favorable donc, aux deux parties. Mais la simplification elle-même de la création de l'entreprise, de la vie de l'entreprise, parce qu'on sait en plus, en France, il y a 140 000 entreprises qui emploient donc moins de 30 salariés. Donc on est vraiment dans un tissu, et en France, ce n'est pas une surprise, on le sait depuis... j'ai envie de dire, plus de décennies, que ce sont des PME.
Donc en cela, on veut vraiment effectivement faire en sorte d'aller chercher de la croissance déjà de part de marché nationale, mais également d'avoir cette taille critique qui nous permet, ou qui permet donc à nos chefs d'entreprise d'aller aussi donc à la conquête de marchés européens et internationaux, c'est-à-dire d'aller dans un effet volume et dans tous les sens du terme, mais également en termes d'emploi. Donc tous les pans, en fait, pour répondre à ta question, Benoît, effectivement, tous les pans qui concernent l'entreprise vont être traités dans ce futur projet de loi Pacte, qu'on ne connaît pas encore aujourd'hui malgré ce qui est écrit, mais personne ne l'a encore vu comme parlementaire en tout cas, parce qu'il est toujours donc, à l'étude donc, au niveau des ministères concernés. Mais l'idée est de faire un focus sur tout ce qui peut donc, participer à la croissance, le rebond, très important le rebond aussi, et la transmission des entreprises, transmission sujet qui vous intéresse notamment au sujet d'une simplification et d'un accompagnement au niveau du pacte du travail notamment, pour compléter cette loi qui porte plutôt ses effets, mais qui encore n'est pas suffisamment plébiscitée. Il y a également donc une réflexion globale sur le financement des entreprises et de nos entreprises. On parle ici surtout de financement donc du BFR, du besoin en fonds de roulement, parce que c'est ça que vos clients, je pense, vous devez constater tous les jours, sur lesquels ils ont le plus de fragilité et sur lesquels les réponses même je dirais de crédit et de solutions classiques bancaires, il y a peut-être donc, je dirais, un point vraiment à améliorer de ce côté-là, puisqu'il y a un point de fragilité pour beaucoup de PME et TPE à ce sujet-là. Il y a également donc tout ce qui est numérisation, tout ça pour notamment, je pense, à la facturation. Voilà. Essayer d'arriver, donc faire en sorte d'améliorer également ce BFR, mais qui passe par de la numérisation, par une facture électronique. Voilà, c'est ce genre de sujet qui peut être traité. Le financement, bah, c'est trouver d'autres relais effectivement de financement et surtout de garantie pour les PME, faire en sorte que ces PME, puisque c'est une mesure qui était dans les tuyaux issue de la concertation, que ces PME, qu'on ait quelque part, pour la part des gros appels d'offres, une obligation à un pourcentage réservé à des TPE-PME, de manière à ce qu'elles puissent participer, elles aussi, à leur niveau, donc à ces gros appels d'offres qui concernent plutôt des gros acteurs, des grosses PME, enfin des grosses entreprises tout simplement. Voilà, il y a tout ce genre de sujets qui concernent l'écosystème au sens large, donc entrepreneurial, et qui concernent donc et l'entreprise et les salariés, puisque j'ai oublié un très gros sujet quand même. Et ça, j'y tenais avant d'entrer en politique, et c'était effectivement... lorsqu'on parle de dialogue social, c'est quelque chose qui, et de renouveau du dialogue social, c'est quelque chose qui m'intéresse en tout cas, où j'aimerais effectivement apporter une autre idée, c'est l'épargne salariale et l'actionnariat donc des salariés. Ça, c'est le gros sujet également qui doit être traité, parce que je crois que c'est un effet, enfin c'est un levier qui est trop peu utilisé. Et sur le financement donc, des entreprises, on voit bien qu'il y a une volonté de simplifier aussi ce mode de financement. On sait nos multirégulations nous posent des difficultés, notamment lorsque l'on a envie de drainer de l'épargne vers les PME par l'intermédiaire de nos confrères qui sont au Conseil d'investissement participatif, donc le crowdfunding, par les intermédiaires en financement aussi qui passent par l'ADEN, la dette, le crowdlending, et où il est délicat pour nous de proposer ces solutions, tandis que tout le parcours client est obligé d'être vérifié des deux côtés. Et donc je crois que c'est quelque chose aussi que nous, en tout cas, et je voudrais qu'on parle un peu de ça, dans les interrogations et dans la méthode originale de présentation des idées qui seront retenues dans le cadre de la loi Pacte. Alors, mon intention à participer à la construction de cette loi Pacte, en concertation, puisqu'on a eu l'occasion, donc, et j'ai eu l'occasion, et sur mon territoire, donc un territoire des Alpes-Maritimes à Nice, et également au niveau national, par l'intermédiaire notamment de concertation à l'Assemblée, de participer de manière active et donc à la construction de ce projet de loi. C'est, je dirais, de vraiment faire en sorte de changer aussi tout l'état d'esprit de la finance. Il y a une phrase qui a été assassine que je ne vais pas répéter, qu'on a entendue il y a quelques années, qui est pour moi une hérésie. Enfin, aujourd'hui, je crois qu'on est, et la loi dont je vous parlais, ESSOC, le titre est très important. Vous entendez beaucoup parler de confiance, en tout cas dans les mots choisis,
du gouvernement, de notre ministre de l'Éducation notamment, beaucoup, l'école de la confiance. Je crois qu'on a besoin de, effectivement, de se dire, les choses, par la concertation, par les discussions, et c'est en ça où moi je suis, je dirais, naturellement très actif sur le terrain, parce que je n'ai pas la science infuse, parce que je ne me suis pas devenu, je dirais, professionnel de la politique, j'espère l'être le plus tard possible, mais en tout cas, je pense que tout ce qu'on est en train de faire, en tout cas, je le fais en essayant simplement d'apporter du bon sens. Voilà, du bon sens, parce que ça ne coûte pas d'argent déjà. Okay, c'est pas très cher. Donc c'est très bien parce que les finances sont quand même un petit peu serrées. Et aussi parce que je crois qu'on s'est éloigné de la politique. Je fais un petit peu la philosophie, mais c'est juste pour vous expliquer donc l'état d'esprit aussi. On s'est éloigné de la politique parce que justement on trouvait qu'elle manquait un peu et peut-être que nos représentants manquaient un petit peu de pragmatisme et de bon sens. Donc en ça, je pense qu'on essaie de faire en sorte, et avec vous, avec donc tous les acteurs, parce que les banques également sont bien entendu, et il n'y a pas de stigmatisation à avoir, en tout cas, encore une fois, il faut que ce soit la grande famille, entre guillemets, je dirais, de conseils financiers, que tout le monde soit déjà bien conscient de la valeur ajoutée qu'il doit apporter donc à son propre métier, puisque le statut de conseiller en investissement financier, il faut le défendre. Enfin, je veux dire, il y a une formation, il y a des astreintes auxquelles on s'oblige, on n'est pas obligé de le faire, on le fait. Pourquoi? Parce qu'effectivement, on croit en la valeur ajoutée du conseil en investissement financier qui doit être uniquement le focus qu'on doit avoir pour le client. Il ne faudrait pas qu'on fasse de l'arbitrage fiscal ni quoi que ce soit. Si on est conseiller en fiscalité, c'est pourquoi? Parce que les règles, elles sont un peu compliquées. Pourquoi elles sont compliquées? Elles ne devraient pas être compliquées. Ça devrait être lisible. Donc, on devrait être concentré que sur cette activité de conseil en investissement financier. Parce que c'est là où on a une vraie valeur ajoutée par rapport peut-être à d'autres acteurs. Mais c'est surtout parce que c'est important, là, et c'est le message que je veux vous donner, c'est important aujourd'hui pour notre pays. Voilà. Et c'est le message aujourd'hui, une vraie volonté politique, de faire en sorte d'accompagner et de donner, donc, je dirais, d'accompagner dans l'apprentissage, ou plutôt la compréhension d'un risque pris. Voilà, parce que c'est ça. Vous le vivez, je l'ai vécu, je pense que ça n'a pas beaucoup changé d'il y a quelques mois. Il y a une propension au risque qui est assez faible de la part d'investisseurs, plus par, je dirais, manque d'information et d'accompagnement dans une information donc, et qui avait tendance, suivant les acteurs, à être pas forcément dans le même sens. Là, il y a effectivement donc un alignement déjà des planètes qui se fait avec une intention gouvernementale, on va dire. Donc voilà. Après, bien sûr, je ne sais pas si c'est la vérité. En tout cas, c'est une idée qui est forte. Et le reste me semble assez cohérent dans cette idée qu'on partage pas, mais c'est une mesure qui a un but donc ultime et qui est, encore une fois, la remettre dans son contexte, c'est faire en sorte de baisser le chômage. Faire en sorte que nos étudiants, nos élèves, lorsqu'ils se forment, ils se forment pour être insérés dans la vie active. Il n'y a pas plus terrible que d'avoir effectivement les générations qui arrivent. Et là, moi j'ai 45 ans, donc je ne me considère pas du tout comme une jeune génération. Mais je veux dire, j'ai enseigné auprès d'étudiants de l'EDEC notamment. Je dirais, j'ai quand même vu la bascule de voir des gamins qui sont dans une école prestigieuse et qui ont encore des difficultés, et de plus en plus de difficultés à trouver un premier emploi. Alors souvent, la réponse, elle est justement de trouver un premier emploi à l'étranger. Voilà. À l'étranger. Mais tant mieux, hein, mais je pense que ce n'est pas l'intention première aussi. Donc c'est vrai que ce serait bien de pouvoir donc, faire en sorte déjà que nos étudiants, nos gamins qu'on forme restent effectivement en France, parce que c'est un des plus beaux pays du monde. Et en plus, ça semble logique. Donc c'est en ça où, effectivement, en tant que parlementaire également, dans cette transmission, j'essaie à mon niveau, effectivement, de participer à cet élan positif pour une fois, de parler donc de l'entreprise, parce que j'aime bien parler de l'entreprise plutôt que de la finance. L'entreprise, c'est concret, on connaît son artisan, on connaît donc toujours quelqu'un dans le chef d'entreprise, on sait que c'est pas la stigmatisation qu'on veut nous en faire en nous parlant à chaque fois donc, des entreprises du CAC 40. Il n'y en a que 40, hein. Mais après, il y a 140 000 entreprises. Donc moi, je m'intéresse plutôt aux autres, effectivement, parce que c'est elles, surtout, qui ont le plus de propension à créer donc, des emplois. Donc c'est important, et je pense que la première loi Pacte, que j'appelle moi TPE-PME, elle m'intéresse parce que pour la première fois, je trouve qu'elle concerne effectivement des entreprises donc, qui représentent
nos territoires et la vie dans laquelle donc j'évolue. Alors justement, nous, conseillers financiers, conseillers en investissement financier, CGP, hein, ouais. Donc on connaît les problématiques de nos clients qui doivent aller chercher du rendement, de la rentabilité. Et puis on connaît aussi, tu parlais d'entreprise, de besoin de renforcement de leurs fonds propres pour justement essayer de grossir et puis de faire face à cette concurrence internationale. Et c'est là où la loi Pacte doit faire rejoindre les deux mondes, si je puis dire, la finance et l'entreprise. Et qui mieux que nous, c'est ce qu'on essaie de faire passer. Je voudrais que tu parles quand même un petit peu déjà des discussions, parce que tu parlais des banquiers, mais pour la première fois, le gouvernement, par l'intermédiaire aussi des députés de la majorité actuelle, nous sollicitent et connaissent le monde des CGP, en ayant référence, enfin en prenant appui, j'allais dire, sur le fait que nous connaissons les problématiques des particuliers, les problématiques des entreprises, et qu'on peut s'appuyer sur nous pour justement drainer l'épargne vers ces PME pour qu'elles deviennent des ETI. C'est quand même un point fort de la loi Pacte, ça, enfin du futur projet de loi. Oui, alors en fait, cette loi a démarré par la même méthode, qui est de faire en sorte donc de partir donc de constats réalisés à partir de concertations. Alors, plusieurs députés, je vous explique un petit peu comment ça s'est articulé d'un point de vue général, comme ça, vous verrez donc le travail parlementaire, puisque c'est assez unique par contre d'avoir cette co-construction sur ce plan-là, en tout cas sur cette loi-là, cette co-construction qui se fait à 3 niveaux. C'est effectivement une impulsion, en l'occurrence de Bruno Le Maire, en appui pour le coup parlementaire donc de la majorité, mais également en appui d'acteurs de la société civile, c'est-à-dire de représentants donc de secteurs d'activité diverses et eux-mêmes donc chefs d'entreprise. Donc cette concertation, elle a démarré donc au mois de décembre. Elle a donné lieu donc à plusieurs donc contributions qui ont été je dirais classifiées, comme je vous l'ai indiqué, entre la croissance, la simplification, le financement, la conquête à l'international, donc en plusieurs pans. Sur ce, parce que à l'issue de la loi de finances, qui était la première impulsion, j'ai envie de dire, il y a une absolue nécessité à ce qu'il y ait, pour le coup, une co-vulgarisation, c'est-à-dire que les acteurs financiers prennent le relais de cette impulsion de la loi de finances par la grande concertation donc, de l'épargne, parce qu'on a besoin maintenant, effectivement, et ce n'est pas l'État, parce qu'on a vu que des mesures sans suivi, je dirais, ne mènent à rien. Là, en l'occurrence, effectivement, on fait aussi ce pari-là de dire que on va... Enfin, ce n'est pas un pari, mais c'est simplement, ça nous semble logique que maintenant, les professionnels qui sont les plus à même d'expliquer ce qu'est le monde de la finance et pas forcément un politique, accompagnent ce mouvement-là et fassent en sorte donc d'expliquer les bienfaits vertueux que peut avoir donc un investissement dans une entreprise qui doit être considéré comme un risque pour part, mais pas que. Derrière, il y a effectivement ce fameux couple risque-rendement. Donc, cette concertation a donné lieu ensuite à une remise de 120 contributions pour laquelle donc j'ai eu l'occasion d'organiser une table ronde, notamment avec Benoît Lombard et la CNCGP. Et maintenant, dans les tuyaux, va sortir donc cette fameuse projet de loi, ce projet de loi, donc Pacte, qu'on va être amené à discuter ensuite, ou pas, tout dépend de la forme. Si c'est sous forme d'ordonnance, non, pour certains sujets, peut-être que la discussion ne se fera pas, mais elle aura été faite en tout cas en amont, puisque cette concertation, comme je dis, ça fait maintenant depuis le mois de décembre, donc il y a eu plusieurs sujets donc, qui ont été débattus, donc des sujets centraux. Mais il est vrai que là, on a vraiment besoin maintenant d'avoir donc un éclairage, et je pense que des remontées d'informations, mais tu pourras en parler, parce que tu as toi-même, donc au titre de la CNCGP, fait des propositions qui sont très concrètes là-dedans. On sait très bien qu'aujourd'hui, et l'objectif est très clair, c'est sur 5 ans de faire en sorte que on passe d'une proportion de 5 milliards d'euros d'épargne investie dans les entreprises à 10 milliards d'euros. Vous savez comme moi, effectivement, que la propension sur les fonds euros est assez importante aujourd'hui. Je pense que compte tenu du contexte de taux et d'une remontée probable des taux, il y a un sujet de conversation qui va arriver naturellement sur la table avec, avec les épargnants, tout simplement dans le cadre de votre activité de conseiller en investissement financier.
où vous êtes en train et vous conseillez au mieux, bien entendu, des intérêts donc, de votre client, mais vous conseillez sur donc, un couple rendement-risque optimal, à savoir qui colle au mieux donc, aussi à cette réalité que pour pouvoir aussi satisfaire à des besoins de plus en plus aussi important parce que l'allongement de la vie, donc en période d'inactivité, c'est-à-dire à l'âge de la retraite, on a besoin aussi quand même d'être attentif au rendement de son argent aujourd'hui et de son épargne. Donc en ça, naturellement, moi je me suis tourné vers ma famille, je dirais professionnelle, puisqu'encore une fois, il n'y a aucun discours clanique, hein, parce que c'est justement ce contre quoi on va arrêter et on va tous essayer maintenant de regarder tous dans le même sens. Donc je dis ça parce que c'était par tendresse. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, je me bats juste pour dire que peut-être que le modèle à prendre pour ça, c'est le modèle de conseiller indépendant. Tout simplement parce que vous êtes vous-même des entrepreneurs et que je trouve que vous avez totalement donc, votre place et plus que ça, qu'il y a une réelle carte à jouer. Mais encore une fois, nous aussi, moi je vous dis ça, mais il faut s'en convaincre hein, parce qu'on nous a tellement dit que ce n'était pas le cas, qu'on était plutôt des vendeurs de produits que des conseillers, que je l'affirme. Et moi, en tout cas, je fais en sorte donc, de plutôt avoir comme modèle de relation entre un conseiller et son client qui correspondent plutôt à celui-ci et faire en sorte que tous les autres donc, tendent vers ça. Oui. Et effectivement, je confirme deux points, d'abord, qui sont peut-être importants que vous sachiez. Dans la méthode de co-construction originale, il y avait deux volets. Il y avait un premier volet qui était ouvert par le gouvernement, qui avait des propositions, et puis certaines ont été retenues et ont fait l'objet de débats, et pour lequel nous, la Chambre, on a été sollicités, et pas que nous, hein, donc l'ensemble de l'écosystème, que ce soit l'AFG, la FFA, la FBF, avec qui on a discuté, et on pourra parler de mesures concrètes, qui sont celles qui pourrait être retenu, y compris si jamais Pacte fera l'objet d'une loi d'habilitation pour légiférer par voie d'ordonnance, ce qui risque d'être le cas. Mais encore là, on aura besoin de toi, des députés, pour essayer de faire passer certaines idées qui n'auraient pas pu être retenues. Quelles sont ces idées? Donc, pour parler très simplement, aujourd'hui, il est aberrant, alors même que vous voulez, le Parlement actuel et bien sûr le gouvernement, drainer l'épargne vers l'économie réelle, le fait de ne pas pouvoir ouvrir un PEA pour ses enfants. Hein, donc c'est 2 PEA par foyer fiscal lorsque le foyer fiscal est constitué de 2 personnes, un père et une mère, pour rester dans la famille la plus simple possible qui soit. Mais ces personnes-là peuvent ouvrir des véhicules d'investissement qui reposent sur des taux garantis offerts par l'État, hein, donc livret A notamment. Mais on ne peut pas ouvrir de PEA. Donc voilà, concrètement, on a dit, OK, est-il possible d'ouvrir un PEA? Et on souhaite qu'on puisse ouvrir un PEA pour des enfants. On souhaite aussi, bien évidemment, sanctuariser, j'allais dire, l'assurance vie telle qu'il existe actuellement, mais en offrant peut-être une carotte ou alors, à l'inverse, de mettre le bâton pour ceux qui resteraient sur les fonds en euros. Ça ne nous gêne pas, parce que le gouvernement s'est rendu compte, dans le cadre de cette co-construction de texte, le Parlement s'est rendu compte, dans le cadre de cette volonté de nous faire intervenir avant, en amont du texte, s'est rendu compte du fait que nous, on avait des clients satisfaits, on avait peu de fonds euros, on avait peu de plaintes, et on avait, y compris à l'occasion du baromètre Kantar TNS qui est publié tous les ans sous l'égide de Cardiff, donc des épargnants extrêmement satisfaits, hein, qui revendiquaient le fait d'avoir un CGP et qui, mieux encore, était le vecteur de promotion naturelle de la future clientèle des CGP. 92%, je rappelle, des clients sont satisfaits de leur CGP. Ça, le gouvernement le sait. Ça, tu le sais. Tu fais porter cette voie-là. Et dans ce contexte-là, ce qui est fondamental, c'est d'être toujours, j'allais dire, en discussion avec toi, mais aussi avec le cabinet de Bruno Le Maire, pour faire pousser des idées qui vont dans le sens de ce que souhaite le gouvernement, parce que nous, naturellement, moi je me souviens d'avoir vu le cabinet du ministre, je rappelais, je dis alors vous êtes derrière nous, je dis je vous remercie, c'est vous qui êtes derrière nous. Ça fait un moment qu'on fait ça. Hein. Et ça, le ministère de l'économie le sait, Bercy le sait, et tu sais, il faut pousser vers cette voie-là. Non, mais tous ces sujets, oui, vont être, en tout cas, sont remontés après le PEA. Tout dépend si, effectivement, il y a un sujet pour les enfants mineurs ou pas, etc. Le PEA, bien sûr, c'est un outil qui doit être réexpliqué, je pense, parce que d'une part, c'est un sujet très technique.
en tout cas, voilà, qui, je pense, mériterait beaucoup plus d'attention. Moi-même, hein, je le dis très clairement, j'ai très peu communiqué et travaillé sur le PEA, mais je crois que c'est un sujet sur lequel qu'on doit se réapproprier à nouveau. Mais il y a surtout donc une réflexion qui va être forte sur l'épargne retraite, parce qu'elle est logique. L'épargne retraite, nécessairement, tous les détenteurs d'un contrat épargne retraite ont un horizon qui est à moyen, on va dire, à moyen long terme, à moyen terme et plutôt long terme. Donc c'est là où on sait très bien que le facteur temps est un facteur donc je dirais de limitation en tout cas du risque. Et je crois que le plus gros du sujet va être concentré sur l'épargne retraite, que ce soit donc le PERP, le PERCO et les contrats Madelin. Je crois qu'il y aura des sujets nécessairement à discuter, c'est les sorties en rente. Donc ça, c'est un sujet, il faudra discuter de manière collégiale. Des fortes oppositions sur le sujet. Hein. C'est un sujet entre la FFA et la FBF, c'est pas très clair. Hein, donc, parce que, bon, si on interrogeait les épargnants, je pense que si on fait un petit sondage, un contrat Madelin avec une sortie à rente... le sondage a été fait. Hein. Plus de 2 tiers des Français sont contre la sortie obligatoire en rente. Oui, voilà. Donc ça, c'est un sujet, mais c'est un gros sujet. Qui est dur. Et donc ça, c'est un sujet, je pense, qui doit être à un moment donné traité. L'épargne salariale également, même chose, parce que l'épargne salariale, pour la plupart, donc, s'inscrit dans une démarche également et dans une vision très long terme. Donc, et surtout, ça permet, et moi je vois plutôt comme une opportunité pour recréer à nouveau et pour recréer ce dialogue social qui a été pour le coup donc initié aussi cet été. Mais moi je le dis de manière très naturelle parce que c'est un sujet. J'avais une clientèle qui est essentiellement, moi j'étais, je dirais, un médecin du patrimoine. Hein, j'étais un libéral, j'ai un cabinet à taille très humaine. Et je dirais que l'épargne salariale, j'ai dû déjà l'apprendre, en tout cas donner ma vision de l'épargne salariale que j'avais, parce que c'est vrai que je me suis souvent perçu que la vision du chef d'entreprise est une vision strictement comptable. Bon, peut-être parce qu'effectivement, elle était présentée aussi par des personnes qui avaient plus, je dirais, un regard d'expert comptable, mais c'est avant tout, pour moi, au travers de l'intéressement, un superbe outil d'adhésion et de dialogue donc avec de dialogue, je dirais, social dans l'entreprise. Et c'est pour le coup, on peut le dire, je ne parle pas de la participation, mais là pour le coup je parle du contrat d'intéressement. C'est le contrat gagnant-gagnant que peut avoir donc un chef d'entreprise avec ses salariés. Il y a une vraie volonté, l'actionnariat salarié, il y a une vraie volonté en fait de capitaliser davantage les entreprises. Elles sont sous-capitalisées en moyenne par rapport donc à d'autres économies un peu plus florissantes. Bon, l'Allemagne notamment, ce qui fait que aujourd'hui la capitalisation des entreprises, pourquoi? Pour être plus forte déjà face aux aléas conjoncturels. Et notamment, et on l'a vu dans la crise de 2008, où quand même, moi j'ai vu des petits chefs d'entreprise, donc, enfin petits par la taille, hein, donc je veux dire, qui ont failli, alors qu'ils n'avaient aucun problème donc jusqu'à maintenant, fermer boutique à cause donc pour le coup d'une crise bancaire et une crise financière. Donc il faut vraiment donc faire en sorte qu'elles gagnent en autonomie financière et pour ça qu'elles aient donc un accroissement et elles-mêmes qu'elles réinvestissent dans leur propre outil. Et ou soit qu'on encourage et donc on facilite l'investissement dans leurs propres outils. Faciliter la transmission aussi, c'est un sujet important. Le pacte Dutreil, l'idée était de conserver, et l'idée est de conserver donc le pacte Dutreil. Après, on peut en discuter, mais pour en avoir discuté avec certains, ça fonctionne. Simplement, c'est effectivement, et ça rejoint l'idée de la loi ESSOC, de la simplification de l'administration, parce qu'on a peur de se faire un petit peu rattraper par la patrouille, parce qu'on s'est trompé. Donc le fameux droit à l'erreur dont je vous parlais, qui était une anecdote, mais pour moi c'est important dans votre activité. Le droit à l'erreur, c'est très important. C'est reconnaître donc et faire en sorte qu'il y ait un rapprochement entre l'administration qui conseille, qui accompagne, et les contribuables. Parce qu'il n'y a aucune déjà intention des deux côtés de les opposer, mais il y a vraiment cette volonté de dire qu'elle est. L'administration est là pour sanctionner à partir du moment
où il y a faute, oubli, volontaire, etc. Et à partir du moment où il y a une erreur parce que mauvaise interprétation ou mauvaise déclaration dans la mauvaise ligne, etc., et que c'est la première fois ce type d'erreur, voilà, il y a une reconnaissance. Ça, c'est important de le dire aussi aux clients, à tout le monde, parce que cette loi est passée un petit peu inaperçue, mais c'est très important. Et le pacte Dutreil, c'est dans cette idée-là, de la simplifier, de faire en sorte qu'on n'ait pas peur de rédiger un pacte Dutreil et de se tromper. Enfin, on n'ait pas peur. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de... Peut-être, ce pacte Dutreil, c'est un acte lourd et qui peut effrayer certains chefs d'entreprise, notamment, dans sa rédaction. Je rappelle juste que la Chambre, dans le cadre de la loi SAC, là aussi, il y avait une méthode d'interrogation préalable, a revendiqué ce droit à l'erreur pour des déclarations fiscales où il pourrait manquer un élément, sans pour autant qu'on ait bien évidemment les 10% de majoration quasiment appliqués d'office et les pénalités de retard dont le taux exorbitant qu'on connaît. Et donc ça va dans le bon sens. Juste pour revenir, et là encore, c'est pareil, ça fait partie des échanges qu'on doit avoir et pour lequel on est ravis de pouvoir intervenir sur ce sujet. Moi, je vais revenir sur Pâques parce que maintenant, c'est quoi le calendrier? Donc, on doit avoir quand le jet du projet de loi? Voilà, c'est ça ma réponse. Non, bon, je crois que c'est lui-même. Non, mais c'est ça, parce qu'effectivement, c'est... Ça devait être le 18 avril. Oui, voilà. Donc, ça devait être le 18 avril. Donc, c'est... Non, mais l'idée, c'est que... Et toutes les réformes, c'est la même chose. Quand on parle d'ordonnance, c'est surtout pour faire... Parce que tout est lié. Et que... c'est comme quand on commence à empiler des Legos, etc. Si à un moment donné, il nous manque des Legos, on ne peut pas continuer la construction. Donc c'est pour ça que je pense qu'il va y avoir une volonté d'aller très vite. Donc ça peut peut-être passer par, effectivement, puisqu'on l'a entendu, ne serait-ce qu'aujourd'hui, mais les parlementaires ne sont pas du tout au courant. Je l'ai lu comme vous pour certains qui ont lu. La presse, peut-être que une partie de ce projet de loi Pacte sera passée sous forme d'ordonnance, donc ça veut dire que ça va être rapide. Ça veut dire qu'en tout cas, ce sera en 2018, ça c'est sûr. Est-ce que ce sera avant l'été ou après l'été? En tout cas, la présentation aura lieu avant l'été, ça c'est une certitude. Donc ça veut dire que vous serez directement informés et intéressés au sujet. Si la discussion, et d'autant plus si la discussion se fait dans l'hémicycle, puisque si pour les articles ou la partie de la loi qui ne serait pas discutée, enfin qui ne serait pas traitée sous forme d'ordonnance, il y a donc une discussion dans l'hémicycle, en commission dans l'hémicycle, c'est-à-dire qu'il y a des amendements et des modifications possibles si c'est nécessaire. Mais j'ose espérer que toutes les concertations qui ont été faites et les contributions parlementaires qui ont été faites notamment, mais aussi des professionnels, fassent qu'on tombe sur un projet de loi qui corresponde donc au maximum à ce qui va être en tout cas, qu'est-ce qui était ressorti des concertations. On sera attentif et on ne manquera pas de faire passer nos idées sur ce sujet. Et je serai encore là. Comment? Et je serai encore là. Ouais, mais t'inquiète pas, on te sollicitera. On oui, j'espère. T'inquiète pas. Donc, juste un point aussi sur Pâques qui est important, parce qu'on avait parlé à un moment donné de ôter la double garantie des contrats, des fonds en euros, des contrats d'assurance vie. Alors, quand je parle de double garantie, la première, parce qu'on a tendance souvent à l'oublier, c'est la garantie, bien évidemment, de rendement. Et puis la deuxième, c'est la garantie de capital. Oui. Et est-ce que tu as des informations sur ce sujet? Clairement non, je savais que tu allais me poser la question, mais je n'en ai pas à mon niveau. De ce que j'ai donc j'en ai pas. Mais attention, encore une fois, c'est un projet de loi, hein. C'est l'exécutif, hein. C'est pas un PPL, une proposition de loi. Ce qui n'empêche pas que par la suite, et c'est ça aussi le rôle du parlementaire, hein, c'est une de ses missions possibles, c'est de proposer lui-même donc une loi. Pour l'instant, on travaille sur un projet de loi. Encore une fois, c'est de caractère innovant puisque c'est de la co-construction, ça ne s'est jamais fait auparavant. Donc, encore une fois, je n'aime pas trop m'avancer sur des choses que je ne maîtrise pas. Et pour le coup, le projet de loi, ce n'est pas moi qui le maîtrise. Mais sur ce sujet, on sera attentif. Oui, moi je suis d'accord. Mais je comprends tout à fait l'attention que vous avez. Non, bien sûr. Il y a eu déjà une réforme en assurance vie depuis le 27 septembre dernier avec la flat tax, qui n'est pas si dramatique que cela, en tout cas qui rabat les cartes. Hein. Donc ça, c'est vrai que la fiscalité, aujourd'hui, on avait plutôt tendance à dire à nos clients, ouvrez, prenez date dans un contrat d'assurance vie, ça n'a plus trop de sens. Et en ce sens, ça peut nous aider aussi dans le cadre de développement de notre business. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui va, là, du coup, clairement dans le bon sens, dans la simplification que tu visais. Mais de ce que je crois, de ce que j'ai cru comprendre, moi, en tout cas, des échos que j'ai encore eu ce matin, c'est le fait qu'il n'y aura pas de remise en cause, en tout cas sur les vieux contrats, ça c'est certain. Ouais. Mais pour les nouveaux contrats, la généralisation du contrat en recroissance est quelque chose quand même qui rentre un peu dans la tête du gouvernement. Oui. Est-ce que vous avez... on a encore...
petite dizaine de minutes. Est-ce que vous avez des questions? Cédric est là pour vous aider ou des suggestions même. Donc la parole vous est offerte. Et je prends les propositions aussi. Surtout. Bon, ça tombe bien pour les propositions, parce que j'en ai une à vous faire. J'ai fait un petit calcul récemment, tout bête, hein, sur Excel. Si vous capitalisez, si vous épargnez 100 € par mois pendant 42 ans, c'est-à-dire la durée de vie professionnelle, et qu'ensuite vous percevez une rente pendant 28 ans, c'est-à-dire l'espérance de vie actuelle, à 65 ans, ça vous fait donc 150 € par mois pendant 28 ans. Si vous placez 100 € par mois pardon, à 6% par an, ça vous fait une rente, des rachats partiels programmés de 1 200 € par mois, net de CSG. Donc 8 fois plus. Donc voilà. Sur la même... Oui. Donc alors, si c'était censé me convaincre, vous n'en avez pas besoin. Alors, non, mais oui, je suis d'accord. Tout le monde est d'accord sur la... Mais c'est très important, les chiffres. C'est un petit exemple tout simple, mais je pense qu'il est pas... Mais c'est tout simple, et c'est ce que je disais, les exemples les plus simples sont souvent les meilleurs, parce que ça, c'est très parlant, effectivement. Alors, je rebondis sur un autre sujet, pas sur un sujet qui est éloigné, c'est le fait que moi, je pousse un autre sujet auprès du ministère de l'Éducation, qui est l'éducation financière et entrepreneuriale. Voilà. Parce que tout ce dont on parle, c'est de ça. Voilà. C'est pour ça que, et quand j'ai fait de l'enseignement, c'était surtout sur les mathématiques financières. Et là, il y a un ressort psychologique juste à lever, parce que même avec des clients les plus brillants, qui étaient experts, mais qui ont fait largement plus d'études que moi, je veux dire, le mot mathématiques financières pose un gros problème dès le départ. Il y a un blocage. Et donc c'est pour ça que on est là dans une loi d'éducation entrepreneuriale, sans que ce soit, de réapprendre ou de montrer un autre regard de l'entreprise, de l'épargne entrepreneuriale. L'idée, c'est pas de rendre entrepreneurs des gens qui n'ont pas le profil d'être entrepreneurs, mais je pense que parmi effectivement beaucoup de Français, il y a un manque de pédagogie qui fait qu'ils ne se lancent pas, tout simplement. C'est pas pour dire je ne m'investirai jamais dans une entreprise. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais en tout cas, votre exemple est parlant, et c'est comme ça, je pense aussi qu'il faut que moi-même qu'on construise aussi la loi par des exemples parlants comme ça c'est sûr. Oui, parce qu'on peut simplement imaginer que si vous mettez 3% d'un salaire brut, même du SMIC, ça fait 50 € par mois. 50 € par mois, à la fin, ça fait 600 € de retraite par mois. Donc je pense que ça vaut le coup d'y réfléchir, parce qu'on a besoin effectivement d'investissement dans des entreprises qui est le sujet de votre réunion, et à la fois on a besoin d'avoir des retraites complémentaires un peu plus importantes pour les salariés à long terme, quoi. Oui. Juste pour revenir à votre question, nous, il y a un point qui est fondamental qu'on défend à la Chambre, en tout cas auprès de la haute administration et puis même du ministère, donc de ton ministre de l'économie, de notre ministre de l'économie. C'est un point qui est fondamental, c'est de laisser la liberté à l'épargnant. S'il veut sortir en rente, il sort en rente. S'il veut sortir en capital, il sort en capital. Et pour être très clair, ce n'est pas de sortie de PERCO en rente obligatoire. Ça, c'est quelque chose pour lequel on se bat de manière un peu compliquée parfois. Et je peux vous dire que tout à l'heure, j'ai eu Eric Pinon, pour ne pas le nommer, donc ça restera entre nous. Et Eric me disait il avait des nouvelles qui étaient plutôt du bon côté pour pousser justement la faculté de rester avec une sortie en capital dans le PERCO. Donc, oui, mais c'était pas gagné. Hein. Donc, et qu'on donne cette liberté à l'épargnant. Maintenant, il y a un autre point qui est fondamental, c'est la crainte qu'ont les pouvoirs publics, qu'ont le gouvernement, de se retrouver avec des futurs retraités qui n'auront pas assez de retraite obligatoire, de retraite telle que nous la connaissons tous, pour voir leur train de vie. Ça, c'est une vraie difficulté, un vrai problème, j'allais dire, de société qui reste à venir. Oui, s'il vous plaît, au sujet de l'épargne retraite, et à plus court terme, on a aussi le souci de la mise en place du prélèvement à la source, qui va amener bon nombre d'épargnants retraite à ne pas ou peu verser en 2018 et 2019. Pourquoi ne pas avoir réagi à cela? Il n'est peut-être pas trop tard. Oui, et puis il y a la loi de finances donc qui va être discutée aussi. Mais c'est la fameuse
année blanche. Donc, juste sur ce sujet, nous, on s'est réunis, quand je dis nous, c'est la Chambre, avec la Chambre syndicale des courtiers en assurance, avec l'AFG, co-signataire d'un courrier écrit au ministre, pour faire justement qu'on ait ou une majoration au titre de l'année passée la déduction, ou au titre de l'année 2019, pour justement éviter cette année blanche. Ça n'a pas été suivi. Voilà. Donc maintenant, on peut encore revenir à l'assaut, à la bataille, mais j'allais dire, ça sera un peu tard quand on connaîtra de la loi de finances pour 2019, en fin d'année 2018. Donc pour moi, ça me semble un peu tard, mais bon. Il a tout dit. La difficulté, elle est qu'effectivement, pour le coup, on arrive un peu après la bataille. Ensuite, je pense que, en tout cas, il n'y a pas une volonté de... En tout cas, ce n'était pas fléché pour embêter les épargnants ou quoi que ce soit. C'est qu'à un moment donné, c'est une mesure qui doit être mise en place. Sa mise en place implique ce genre d'agrément. Parce qu'effectivement, je comprends ce que vous dites. Maintenant, mais encore une fois, s'il y a des solutions et s'il y a des choses qui peuvent être modifiées et qui permettent donc un équilibre ou en tout cas qui ne coûtent pas, voilà. Oui, mais il y a quand même un dispositif anti-optimisation qui a bien été mis en place par le gouvernement et par une consoeur à vous de La République En Marche, qui vise à diviser par 2 les versements faits en 2019, la déductibilité des versements en 2019. Ça, franchement, vous pouviez éviter. C'est gentil, les dispositifs anti-optimisation. On en a partout. C'est un choix. Comment ? Voilà. Alors, Monsieur le député, je vais rebondir sur 2 mots. Vous avez dit de vous passer l'information sur certaines aberrations que l'on connaît aujourd'hui en tant que citoyen français. Et la deuxième chose, d'améliorer le train de vie des Français. Alors 2 points. La loi Allure, vous connaissez, ça a été voté par Mme Duflot. La loi Allure prévoyait dans le logement de construire proche des gares à 1 kilomètre autour des gares. Vous avez des communes en Île-de-France qui font 1 km, 1 km 2. Donc on arrive dans des constructions diffuses. Et nous arrivons dans des aberrations totales où l'on construit des HLM en plein milieu pavillonnaire. Les préfets sont surchargés par des requêtes auprès des citoyens et aucune perception des députés n'est mise en place pour faire que la loi ne soit pas au kilomètre, mais en proportion relative, puisqu'en France on a 2 notions, la valeur absolue et la valeur relative. Il serait mieux de voter une loi en valeur relative et non pas en valeur absolue kilométrique. J'ai fait une proposition à nos députés du Val d'Oise. C'est resté lettre morte. comment s'appelle-t-il ? C'est lié. D'accord. Ok. Voilà. C'est pas un secret. Vous avez une commune qui fait 1200 mètres carrés de long et on vous dit... Alors, voilà, je vais juste défendre le projet global. 1, on n'a rien contre les épargnants. La preuve, on a fait le choix aussi de faire le PFU. Donc aujourd'hui, maintenant, il y a des choix. Maintenant, c'est peut-être la politique du en même temps qu'on nous reproche, mais je crois que le en même temps, c'est important aussi. Parce que là, je crois qu'on a donné surtout des mesures qui sont pérennes. Le PFU, pour moi, ce n'est pas donner justement des mesures qui sont ponctuelles, parce que ce que vous dites, vous avez raison, mais ça a resté donc un effet quelque part, entre guillemets, d'optimisation fiscale temporaire, etc. On a une simplification. C'est très clair, il y a un enfin, je veux dire, on l'a vu avec nos propres clients. C'est un frein à l'investissement. N'en parlons pas des étrangers en France, ça c'est une certitude. On a un code fiscal. Donc aujourd'hui, je dis qu'effectivement, on est en train de trouver un consensus. Donc, ce consensus, le PFU, les épargnants, non. Non, c'est terminé, ça. C'est plus l'épargne, la finance et notre, je dirais, allié pour la création d'emplois. Donc, ce que vous dites là, ça va concerner un autre projet de loi. Mais c'est très bien, et c'est pour ça que je vous demandais le nom, mais surtout, vous allez me la faire suivre, parce que c'est très technique, d'une part. Hein, c'est un sujet que je ne maîtrise pas, je vous le dis très clairement. Par contre, c'est un sujet qui m'intéresse, parce qu'il vous concerne. La loi Elan, c'est tout ce qui concerne donc, le logement, qu'il soit donc social, mais également la construction, mais également, on parle derrière ça des normes.
d'urbanisme. On parle également du recours abusif, c'est-à-dire donc de l'offre de logement et faire en sorte aussi que les règles de gestion et les rapports entre les locataires et propriétaires s'améliorent. Parce que là, je crois que le plus gros challenge qu'on a, c'est déjà de faire en sorte de réduire le taux de vacances dans le parc privé. Parce que ça, c'est une réalité. Moi, je viens d'un territoire qui sont les Alpes-Maritimes. Je peux vous dire que c'est une réalité. J'ai vu beaucoup et trop de clients qui préféraient ne pas louer plutôt que de louer avec un risque locatif trop important à leurs yeux. Là aussi, il y a toute une pédagogie, non pas une pédagogie, il y a aussi des choses à changer. Parce que les règles de Beau sont aussi à réfléchir. Hein, parce qu'il n'est pas question de stigmatiser que ce soit le propriétaire ou le locataire. Mais toute cette réflexion-là, elle rentre dans le cadre de la loi Elan. La loi Elan, c'est en avril. Et là, il faut intervenir effectivement, puisqu'il y a beaucoup de choses à dire sur la mixité sociale. Il y a beaucoup de choses aussi. Je pense qu'il y a une rationalisation de ce côté-là. Moi, je dirais, quand je suis arrivé au mois de septembre, on ne m'a pas fait que des compliments sur, effectivement, la loi de finances. Mais moi, je la trouve plutôt rationnelle, en tout cas, parce qu'elle a tenu compte, pour une fois, de la spécificité de nos territoires. Moi, je suis issu d'un territoire où il y a un réel besoin de logements supplémentaires. Voilà. Et le logement et le prix du logement est un frein important à la mobilité donc, professionnelle. Donc, du coup, à l'expansion et la croissance des entreprises de mon territoire. Mais je pense que vous avez beaucoup d'autres exemples aussi sur vos territoires, où il y a certaines zones comme ça. Et je trouve que là, le sujet a été posé dans ce sens-là, avec des modifications effectivement qui ont tenu compte donc, de ces spécificités-là. Mais là, je crois que l'immobilier, il y a aussi quelque chose qui est très important à prendre en compte, parce que d'une part, ça fait partie de ces besoins primaires auxquels on doit trouver une réponse politique. Et donc, ce que vous dites, je le comprends. Maintenant, techniquement, il faut y apporter une réponse. Donc, si M. Cellier n'a pas apporté de réponse, je vais déjà voir comment je la comprends et comment on peut ensuite l'adapter. Parce que c'est vrai que tout ce qu'on dit là doit rentrer ensuite dans un cadre qui est plus général. Hein, et c'est ça la grande difficulté. Élan, voilà. Le massacre fiscal des revenus fonciers, avec prélèvements sociaux plus impôts sur le revenu. La flat tax, on n'y a pas droit. Y compris en passant les vignes, les terres agricoles, tout ça, c'est massacré. Bon, tant que vous massacrerez les revenus, je ne vois pas pourquoi on louerait. Ok, non. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Les prélèvements sociaux existaient avant que... Mais là, la flat tax, on la voudrait aussi. Je vais vous répondre. Déjà, non, mais je vais vous dire, je comprends ce que vous dites. Maintenant, voilà, j'ai dit tout à l'heure, la loi Pacte, c'est le prolongement, effectivement, d'une loi de finances qui a donné une impulsion. La loi de finances, elle a donné une impulsion. Je dirais que le message, effectivement, est de réorienter l'épargne vers donc, des instruments qui favorisent davantage le financement des entreprises. Maintenant, aujourd'hui, je dirais qu'on vit dans le même monde. Et ce que je disais juste avant est quelque chose de très important, qui, moi, m'habite autant que, surtout sur mon territoire dans les Alpes-Maritimes, que diminuer le chômage, c'est faire en sorte que chacun ait un logement décent, voilà, et puisse vivre de son travail. Parce que c'est juste inadmissible de voir quelqu'un qui vit dans sa voiture, qui travaille et qui vit dans sa voiture, ne serait-ce que ça. C'est des choses très simples. Donc ça, nécessairement, qu'il y aura des réponses dans la loi Elan. Nécessairement. On ne peut pas, je dirais, tenir un discours de macroéconomie et dire, alors on va donc, je dirais, ne pas encourager, parce que ça, vous l'avez entendu aussi, le choc de l'offre. Et c'est une réalité qui va être donc non pas palpable au travers de la loi Pacte, mais de la loi Elan. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un gros challenge quand je dis le parc privé, c'est effectivement changer et intervenir dans une nouvelle relation entre propriétaires et locataires, ce qui permettra d'améliorer le rendement aussi. Si déjà votre habitation est louée, vous avez du rendement. Voilà. S'il y a moins de vacances, il y a moins de... Donc ça permet d'augmenter le rendement. Ensuite, vous avez donc également je dirais les problèmes de garantie et les problèmes de
de CRS que vous avez peut-être entendu parler d'une mesure de mobilité ou de bail de mobilité de 1 à 10 mois. Tout ça pour faire en sorte que le marché du locatif soit attractif. En fait, l'idée, elle est simple. Le rendement dont vous parlez, on ne souhaite pas effectivement l'améliorer par la fiscalité, c'est sûr. Voilà, c'est sûr, vous l'avez dit. Effectivement, tout augmente. Mais on l'augmente comment? Par le rendement. Exactement par la même approche que vous allez avoir sur le conseil en investissement financier. Vous n'êtes pas d'accord, mais moi je vous dis, c'est comme ça que je le vois et c'est comme ça que je le conseillerais. C'est qu'aujourd'hui, il faut aussi remettre, donc, je pense, comme point central d'organisation et de gestion et d'arbitrage immobilier, parce qu'on n'a pas suffisamment conseillé des clients sur de l'arbitrage immobilier aussi, l'immobilier, on le garde à vie. Pourquoi? Parce qu'effectivement, c'est rentré dans les mœurs ou même dans l'inconscient. Et même il faut être propriétaire, il faut ne jamais vendre, puisque ça aussi, je pense que c'est une réflexion. Vu le contexte immobilier actuel, je crois qu'on peut se poser la question de voir autrement. Et autrement, c'est quoi? C'est effectivement défendre la valeur que représente l'immobilier et son analyse. C'est le rendement. Je veux dire, je pense qu'on a vu des dérives dans les défiscalisations immobilières. Hein, je sais pas, on a vu des zones qui étaient construites sans logique immobilière, en tout cas pour l'investisseur. Donc je pense que c'est, franchement, je ne dis pas ça pour vous provoquer, mais je pense que c'est, et au même titre que la loi d'orientation de l'épargne des Français, un moyen de redonner donc du sens à votre rôle de conseiller en investissement immobilier. Oui, bien sûr. Bien sûr. Oui, Emmanuel Nara, j'ai une question sur l'épargne salariale. Est-ce qu'on pourrait imaginer que l'État s'engage à respecter ses engagements? Je veux dire par là que quand on signe un plan d'épargne, on s'engage à maintenir les règles du jeu en place pendant un certain nombre d'années. Et le précédent gouvernement, lui, a changé plusieurs années de suite les règles du jeu de manière unilatérale, alors que l'entreprise qui, elle, avait signé un contrat, était tenue d'aller jusqu'au bout. Donc c'est une évidence, mais compte tenu des pratiques passées et récentes, ce serait bien de rassurer les contractants sur la pérennité de l'engagement réciproque. Et le deuxième sujet, c'est est-ce qu'on peut imaginer, si un nouveau dispositif est mis en place, plus avantageux, qu'on n'exclut pas stupidement les entreprises qui ont déjà un plan ou qui en ont eu un quelques années auparavant. Alors pour la première, oui. Enfin, moi, je milite pour. Et puis, de ce que j'entends et de ce que je vois, comme je vous disais en introduction, l'idée est ici d'avoir une seule loi de finances principale. Donc ça veut dire que, j'ai envie de dire que la loi de finances traiterait ensuite des arbitrages à la marge, plutôt des réaffectations de budget entre des différents pans, mais en tout cas, les règles l'intention est que les règles restent pendant 5 ans les mêmes, au moins. Donc, pour répondre à votre question, parce que je suis complètement d'accord avec vous sur, sur la stabilité des textes, et c'est fondamental pour tout investissement, quel qu'il soit, que ce soit dans l'immobilier, dans le financier, etc. Je m'excuse, la deuxième question, Oui, si un nouveau dispositif plus incitatif est mis en place pour développer le plan d'épargne salariale, est-ce que l'on peut éviter, comme ça a été fait aussi par le passé, d'exclure des nouveaux avantages les entreprises qui ont déjà un plan ou qui en ont eu un quelques années auparavant? Oui. Je vais en discuter. Je vais en discuter, oui. Je n'étais pas en prison. Hein. Alors, je reviens juste sur la problématique immobilière. Le revirement de la loi actuelle, c'est 30 ans battus en revers de la loi qui laisse Amiouri. Comment vous demandez à des personnes qui nous ont fait confiance pendant... Moi, je fais de l'immobilier depuis 89. Ouais. D'accord, je suis un tout jeune dans l'immobilier. Qui nous ont fait confiance, et puis on leur explique aujourd'hui, non, c'est plus comme ça. Vous ne pouvez pas occulter 30 ans d'épargne de nos investisseurs qui ont préparé leur retraite pour aujourd'hui leur dire « Ah non, les règles du jeu ont changé ». Quand est-ce qu'on les change, en fait? C'est ça la question. Comment vous les changez? Bien sûr. Mais quand est-ce qu'on les change? Quand est-ce qu'on commence? D'accord. Non, mais quand est-ce qu'on le fait? C'est quoi la solution? Alors, peut-être il faut prévoir 2 régimes. Le régime dit
de progressivité. Enfin, ça me paraît le bon sens ce que je dis. Je commence à être câblé comme tout le monde, correctement. Il y a ceux qui ont fait confiance à la loi Kiles, Mullery, tout ça, et qui ont créé pour ce pays, notamment après De Gaulle, l'ensemble de l'immobilier que nous connaissons, qui a pu y loger, et les nouveaux qui arrivent sur le marché. Donc peut-être deux régimes, un régime transitoire, on l'a toujours fait dans certaines lois, et un régime nouveau qui s'appliquerait. Il serait moins disruptif, me semble-t-il. Je ne suis pas sûr que ça aille dans le sens de la simplification, en définitive. C'est ça le principal inconvénient. Merci. Est-ce qu'au niveau du droit civil et donc du coup des donations, est-ce qu'on ne pourrait pas revenir à des choses un peu plus attractives, hein, pour un peu libérer le capital des anciens? Oui. Oui, parce que c'est un sujet que j'ai voulu moi-même pousser et que j'ai mis en réflexion auprès de cette table ronde, parce qu'on part d'un constat qui est de dire que les donations ne rapportent pas beaucoup de recettes fiscales déjà, donc en volume. Donc peut-être que, et on l'a vu avec nos clients, il y a une vraie solidarité intergénérationnelle, même si on essaie, si certains en doutent, on en a tout à fait conscience. Et c'est parce qu'il y a cette solidarité intergénérationnelle que moi je pousse en tout cas pour qu'il y ait une réflexion autour des donations. Je ne suis pas sûr que ça se fasse au travers de la loi Pacte, mais en tout cas le sujet est sur la table. Sachant que la loi Pacte peut être l'opportunité effectivement de flécher ces donations-là vers une utilisation donc, qui serait donc fléchée vers du coup les entreprises de nos côtés, en tout cas le tissu de nos entreprises. Mais ça, je suis d'accord avec vous, et c'est un sujet qui a été identifié, que j'ai identifié, qu'on essaie de porter. On en avait parlé, nous, puisque c'est une des propositions de la Chambre. Donc la machine à transmettre est grippée, et notre proposition était de la dégripper. Et je sais que tu es très investi aussi sur ce sujet. J'ai rencontré l'office notarial aussi, le Conseil supérieur du notariat, pour aussi les faire participer à cette réflexion-là. On va te libérer en te disant un grand merci. Merci, de ton temps, de ta présence, même si je n'ai pas répondu à toutes les questions, je suis désolé. Merci Cédric, à bientôt.